7h44, donc le rendez-vous des matins, le rendez-vous politique des matins de France Culture avec Hubert Huertas, le chef du service politique de France Culture. L'invité aujourd'hui, on vous a entendu, Jean-Pierre Chevènement. Peut-être voulez-vous faire un petit développement supplémentaire sur cette question du Sénat et notamment tout de même, parce que on aimerait avoir votre avis là-dessus, de ce possible passage dit historique du Sénat de droite vers la gauche. Vous en aviez rêvé? Et Sarkozy l'a fait? Ça finira par arriver. Ce n'est pas Sarkozy qui l'a fait, ce sont les électeurs. Disons que les dernières élections locales, notamment municipales, ont marqué une poussée de la gauche. Et il est normal... C'est mécanique? C'est mécanique. Il est normal que ça se traduise au moment de l'élection des sénateurs. J'ajoute à cela un mouvement sociologique qui fait de plus en plus de retraités de la fonction publique, de l'enseignement, des impôts, des maires dans les communes rurales. Ce ne sont plus tant les paysans ou les notables de familles quasiment héréditaires que de jeunes retraités disponibles. Et ces nouveaux élus votent plutôt à gauche. Donc je pense qu'il y aura une poussée à gauche. Est-ce qu'elle ira jusqu'à renverser la majorité sénatoriale? Je n'en suis pas sûr. Les pointages qu'on m'a donnés montrent que ça se jouera à quelques voix, probablement 4 ou 5 voix. Cela dit, cette couleur politique du Sénat à droite est plus paradoxale qu'il n'y paraît, puisque au fond, un Sénat de droite, aujourd'hui, on l'a vu, c'est souvent opposé et a joué un rôle de tampon et d'opposition à la politique pourtant majoritaire de son parti au niveau du gouvernement ou vis-à-vis de l'Assemblée nationale. On a bien vu comment le Sénat a souvent essayé de retoquer, ralentir quelques mesures. Il a retardé. Il n'a généralement pas empêché. La réforme territoriale, ils ont grincé quand même. Ils ont fait entendre une différence. Ils ont fait entendre une différence. Ils ont à droite largement vidé de contenu un certain nombre de dispositions. Ouais. C'est vrai. Mais le Sénat, l'expérience qui est la mienne, comme ministre de l'Intérieur d'un gouvernement de gauche, c'est que le Sénat retardait mais n'empêchait pas, puisque, par définition, le dernier mot est à l'Assemblée nationale. Vous pensez que cette réforme territoriale mal vécue peut peser sur le choix des fameux grands électeurs qui vont faire le destin du Sénat? Oui, elle était largement inutile. Enfin, il y avait probablement quelques petites mesures de correction à apporter, mais par exemple, les métropoles, c'est une aberration. On va créer des entités quasi-féodales qui vont prendre leurs attributions aux communes, aux départements, aux régions, et on va constituer ainsi une strate supplémentaire. Alors des strates supplémentaires, et puis surtout des entités très puissantes et on va désorganiser les régions dont ces métropoles sont la tête, de même que les départements. Donc je pense que ça, ce n'est pas une très bonne idée. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule métropole à ce jour qui se soit constituée en application de la loi, c'est Nice. Jean-Pierre Chevènement, nous allons aborder avec vous des thèmes qui vous sont chers jusqu'à 9h, 9h moins 10 dans les matins de France Culture, l'éducation, la sécurité, mais peut-être pourrons-nous démarrer par cette double actualité ce matin, notamment la crise en Europe et les affaires en France, après les révélations controversées de M. Robert Bourgi sur les fameuses valises de billets que des chefs d'État africains auraient généreusement distribués à Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Jean-Marie Le Pen, etc. Dans les deux cas, le suspense paraît intense. D'un côté, la Grèce va donc-elle faire faillite et entraîner l'Europe dans sa chute? On pourrait poser cette question, Jean-Pierre Chevènement. L'Europe est-elle finie, pour l'interrogation? Et tandis que les révélations de Robert Bourgi jettent un discrédit définitif sur la classe politique, comment cela va-t-il peser à 9 mois de l'élection présidentielle? Et faut-il désormais, Jean-Pierre Chevènement, supprimer le point d'interrogation qui ornait le titre de votre livre paru en janvier 2011 et dont vous étiez venu nous parler? La France est-elle finie? Je réponds à la première question. La Grèce est en principe hors d'eau pour 10 ans. Le plan adopté le 21 juillet permet à la Grèce d'honorer ses échéances de remboursement.
Simplement, ce plan n'a pas encore été ratifié et il y a des hommes politiques, notamment le ministre allemand de l'économie, qui a posé ouvertement la question du défaut de la Grèce. Mais je dirais, c'est la cacophonie des dirigeants européens qui fait problème. Car je ne dis pas que le plan d'aide à la Grèce résout tous les problèmes, parce qu'on ne sait pas encore comment la Grèce, qui est un pays qui vit essentiellement du tourisme, peut redevenir compétitive. Et dans 10 ans, pas plus que dans 3 ans. Donc là, il y a un problème, mais l'avantage du plan est de nous donner le temps de réfléchir. Il est clair que l'euro est une monnaie mal conçue. Il y a au départ un vice constitutif. Vous pouvez dire aujourd'hui, je vous l'avais toujours bien dit, je vous l'avais bien dit. Oui, je l'avais dit. Vous l'avez plaidé tout le temps, cela. L'abandon de leur souveraineté monétaire par 17 pays différents, très différents, par leur structure économique, leurs orientations politiques, leurs repères linguistiques et culturels, fait qu'aujourd'hui, nous avons non pas des convergences à l'intérieur de la zone euro, mais des divergences. L'euro a renforcé les forts, l'Allemagne par exemple, et elle a affaibli les faibles, les pays méditerranéens, et la France aussi. Donc voilà, ces divergences sont là. Comment les corriger? Avant, il y avait les dévaluations. Maintenant, ça n'existe plus. Donc, il faut des plans de rigueur qui ne sont pas supportés. Certains parlent de mettre les peuples en tutelle. J'ai entendu M. Jouillet s'exprimer de la sorte. Président de l'Autorité des marchés financiers. Qui peut croire que la Grèce, que le peuple grec, qui a fait les Thermopyles, qui a résisté au fascisme, au nazisme avec beaucoup de courage, acceptera de se laisser mettre en tutelle. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut soit changer les règles du jeu de la zone euro... Juste un mot, Jean-Pierre Chevènement, pour avoir votre sentiment à vous. Parce qu'après tout, encore aujourd'hui, encore hier, dans les couloirs de cette radio, en préparant cette émission, chacun se repose indéfiniment la question, et Dieu sait si nous essayons de faire des émissions nous-mêmes pour comprendre. Qu'est-ce qu'un pays en faillite? Si on dit que la Grèce est en faillite, ça veut dire quoi? Est-ce que certains disent ça n'existe pas, d'autres disent ça existe. Mais ça veut dire quoi? C'est un pays qui ne peut plus rembourser ses dettes et accessoirement ne peut plus payer ses fonctionnaires. Alors qu'est-ce qui se passe à partir de là? Eh bien, à partir de là, il faut prendre des mesures d'urgence. C'est au gouvernement du pays en question de voir lesquelles sont appropriées. Mais jusqu'à présent, l'Europe a fait ce qu'il fallait pour permettre au gouvernement grec d'honorer ses échéances. Il y a eu 2 plans successifs. Un plan de 110 milliards en mai 2010 et un plan de 160 milliards en juillet de cette année. Donc avec ça, les Grecs sont théoriquement hors d'eau, étant donné qu'il y a quand même tout un tas de conditions qui ont été mises. La participation des créanciers privés pour une fraction qui n'est pas dite, qui doit se faire sur une base volontaire. Il y a beaucoup de flou. Jean-Pierre Chevènement, vous dites 2 choses. Vous dites, en entrée en matière, la Grèce, elle est hors d'eau pour 10 ans. Bon, ben là, on est tranquille, c'est rassurant. Vous dites en principe. Voilà. Et d'un autre côté, vous avez dit ce que vous avez dit, parce que vous avez une antériorité. Vous rappelez qu'il y a plutôt des divergences que des convergences. Donc, ça va ou ça va pas? On va vers l'explosion de cet ensemble disparate dont vous avez parlé, ou bien on est tranquille parce que finalement, bon, ça bouge, mais la Grèce, elle est hors d'eau. Alors, on n'est pas tranquille, je vous réponds tout de suite. Ça va parce que la Grèce n'est que l'arbre qui cache la forêt. La Grèce, c'est à peine 3% du PIB de l'ensemble de la zone euro. Non, le problème, c'est l'euro. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que, par exemple, la Grèce doit sortir de l'euro, puisque maintenant on le dit tout haut? Ça ne résout pas le problème, parce qu'après la Grèce, c'est le Portugal, puis l'Espagne, et là c'est beaucoup plus grave. C'est quoi qui résout le problème alors? C'est un pays qui est au cœur de la zone euro. Soit alors, vous donnez à la Banque centrale des attributions qu'exerce par exemple le Federal Reserve Board américain, c'est-à-dire que le Federal Reserve Board intervient puissamment. Il a racheté 1640 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Il fait une politique de quantitative easing, c'est-à-dire de création monétaire. Il peut casser la spéculation et vous donner les mêmes pouvoirs à la Banque Centrale Européenne. Et à ce moment-là, vous avez un euro qui a une tête, mais encore faut-il que les pays membres soient d'accord, et notamment l'Allemagne. Or, vous avez peut-être entendu certaines réticences s'exprimer du côté allemand, le président de la République, la démission de Jürgen Stark. La démission de Jürgen Stark est extrêmement importante tout de même à analyser, parce qu'elle montre là qu'il y avait des divergences très fortes au sein de la Banque Centrale Européenne sur cette idée de comment ou non, au fond, la BCE doit traiter la question de la dette, la racheter, pas la racheter. C'est sûr, et puis il y a probablement aussi des divergences en Allemagne.
parce que l'Allemagne est dans une contradiction. Toute sa politique est visée à être compétitive vis-à-vis de l'extérieur. Elle a fait un plan de déflation salariale qui a créé de forts déséquilibres en Europe. On parle toujours des responsabilités de la Grèce. Mais la responsabilité de la politique allemande, l'agenda 2010, les lois Hartz, ces responsabilités sont également manifestes. L'Allemagne a un excédent qui tutoie les 200 milliards d'euros par an. Donc, nous avons, pour l'Allemagne, une contradiction qui vient de ce qu'elle recherche la compétitivité externe et en même temps, elle déséquilibre la zone euro. Et elle a besoin de la zone euro, parce que la zone euro, c'est 60% de son excédent. Et par conséquent, l'Allemagne doit choisir. Est-ce qu'elle assure le maintien de la zone euro, la survie de la zone euro, mais comment, avec des euros bons, avec des contributions sans cesse accrues au Fonds européen de stabilité financière. Ça coûte cher. Les Allemands ont payé pour les Länder de l'Est. Ils n'ont pas envie de payer pour le Péloponnèse, pour la Calabre, pour l'Algarve, etc. Donc il y a une contradiction entre le principe de la solidarité des États, affirmé par les traités, et d'autre part, le principe de la solidarité européenne, responsabilité des États, solidarité européenne. Jusqu'où va la solidarité européenne? La solidarité européenne ne peut pas aller aussi loin que la solidarité nationale. C'est ce qu'il faut dire et répéter aux soi-disant fédéralistes qui veulent instaurer un fédéralisme budgétaire en réalité coercitif. C'est qu'on ne peut pas demander à l'Europe, je dirais, un degré de solidarité analogue à celui qui prévaut en Allemagne vis-à-vis des Länder de l'Est, en France vis-à-vis de la Corse ou des Dom-Tom. Je pense que là, il y a une limite que beaucoup de gens n'ont pas vue. Le budget européen, c'est seulement 1% du PIB européen. Hubert Vertas. Oui, Jean-Pierre Chevènement, dans cette entrée en matière, on aura le temps de développer tout à l'heure, après le journal, ces questions et d'y revenir. Une question sur les affaires. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu la une de Libération, la une du magazine L'Express, c'est quasiment le même titre. Sur Libération, les agents troubles. Dans l'Express, les amis encombrants de la droite. Vous qui connaissez les allées du pouvoir, puisque vous avez été ministre et à très haut niveau, ça a toujours existé, ou bien on a un surgissement de gens un peu curieux qui arrivent comme ça et de porteurs de valises, etc. Moi, je ne connais pas ces hommes de l'ombre. Je ne les ai jamais rencontrés. Ils n'ont jamais cherché à me rencontrer non plus, d'ailleurs. Mais ça vous inspire quoi? Ça m'inspire quoi? Une certaine répugnance. Et je veux dire, je suis profondément désolé pour le fonctionnement des institutions démocratiques. Comment voulez-vous que les Français aient confiance dans un système qui viole toutes les lois, notamment celles relatives au financement des partis politiques? Encore faudrait-il que tous ces faits soient avérés. Ils ne le sont pas. Pourquoi ce monsieur Bourgi parle-t-il maintenant à quelques mois? Il se repent, monsieur Chevènement. Il se repent d'avoir parlé. Non, c'est faire se repentir qu'il sait. Il se repent de savoir ce qu'il sait. Conscience. Mais il devrait se repentir de ce qu'il a fait et du rôle qu'il a joué. Jean-Pierre Chevènement, vous êtes candidat à l'élection présidentielle 2012 ? J'ai dit que je le serai pour faire bouger les lignes. Ah non, vous l'avez dit déjà. Oui, je l'ai déjà dit, je le confirme. Vous le serez. Vous êtes candidat. Je le serai pour faire bouger les lignes. Je n'ai pas encore officialisé ma candidature. Mais si, vous n'avez pas lu la 4e de couverture de votre livre. Oui, c'est M. Bétou qui a oublié un membre de phrase. Il est candidat à l'élection présidentielle de 2012. Et la phrase exacte, c'est pour faire bouger les lignes. 8h16, c'est l'heure de retrouver la chronique de Brice Couturier, adressée bien sûr à Jean-Pierre Chevènement. Bonjour Brice. Bonjour Marc. De vous, Jean-Pierre Chevènement, on peut dire tout le mal qu'on veut, mais il y a une qualité qu'on ne saurait vous dénier, et c'est l'opiniâtreté. Quand tant de politiques prennent le vent à la manière des girouettes ou, en équilibre précaire sur la crête des vagues, font mine de les monter, le Tché, qu'on se le dise, a lui de la suite dans les idées. Oh, je n'ai pas en tête les slogans du CRS, la tendance que vous dirigiez dans les années 60 et 70 au sein du PS, rupture avec le capitalisme par la collectivisation des moyens de production et d'échange, front de classe, mais sous l'hégémonie de la classe ouvrière, lutte contre les dérives social-démocrates qui menaçaient la pureté doctrinale socialiste. Vous étiez dans votre rôle, en incarnant alors l'aile gauche d'un PS dont l'anticapitalisme verbal était surtout à usage interne. François Mitterrand, que vous avez plus d'une fois aidé à gagner les congrès socialistes, avait ainsi défini votre fameux courant, un faux parti communiste avec de vrais petits bourgeois.
Non, j'entends par opiniâtreté ce qui fait le vrai fond de votre pensée et de votre action, le volontarisme politique et l'attachement quasi gaulliste à la souveraineté nationale. Républicain, vous êtes de ceux qui pensent que la politique doit diriger l'économie et que l'État-nation a vraiment les moyens de renvoyer les marchés à la niche. Patriarche de la famille souverainiste, vous vous méfiez des effets d'entraînement inventés par les Monnet et les Schuman, et puis aussi les Delors, pour nous guider paternellement sur la voie d'une Europe fédérale. Or, la crise de l'euro pourrait bien vous fournir une occasion de faire entendre votre différence, car nous voici vraiment à un moment historique, aussi historique sans doute que le fut en 1983, le tournant de la rigueur. À l'époque, souvenons-nous, c'est la ligne Delors qui l'emporta contre la vôtre. Prenant acte de la détérioration de notre balance commerciale et faisant de la convergence avec l'économie allemande une priorité, le président Mitterrand décida de rompre avec la politique de relance par la consommation menée depuis 2 ans et se résigna à une politique de l'offre qui privilégiait la modernisation des entreprises. On sait que cette fameuse parenthèse, jamais théorisée par les socialistes, était destinée à ne jamais se refermer. Or, aujourd'hui, à nouveau, nous sommes devant un choix historique, fédéralisme assumé ou éclatement de la zone euro. Ou bien la solidarité entre fourmis et cigales se traduit par les fameux eurobonds qui permettraient aux États les plus endettés de bénéficier du crédit des pays vertueux, mais la solidarité financière se paiera d'une exigence de responsabilité budgétaire et sera accompagnée d'une harmonisation des politiques fiscales, ou alors chacun reprend ses billes, l'euro devient la monnaie d'un groupe de pays financièrement bien portants, économiquement compétitifs, Allemagne, pays du Nord, Benelux, une monnaie plus ou moins commune qui servirait surtout pour les échanges entre l'Union et le reste du monde, mais ce serait la fin de la monnaie unique. Nous prendrions acte de l'impossibilité de faire converger nos économies et nos politiques budgétaires. Se pourrait-il, Jean-Pierre Chevènement, que ce scénario que la plupart considèrent comme une effrayante régression, mais que caressent les partis populistes, est aussi votre faveur. Enfin, comment vous, le souverainiste, l'anti-atlantiste, vivez l'arrivée de Tim Geithner à l'Ecofin ce week-end? Se pourrait-il que dorénavant, les Américains viennent nous dicter notre politique budgétaire? Jean-Pierre Chevènement. Alors, cela fait beaucoup de questions. Je veux quand même rappeler que le tournant de 1983 a été l'abandon de la politique industrielle, technologique, scientifique, qui était le cœur du projet de la gauche. J'étais ministre de l'Industrie et de la Recherche et j'ai gardé très clairement le souvenir de cette période. On a choisi la monnaie forte, mais on a choisi la monnaie forte dans la perspective de la monnaie unique. Donc il faut voir les choses de haut. 1983, 2011, c'est le même choix, le choix d'une monnaie surévaluée. L'euro est une monnaie qui pèse sur notre compétitivité, qui a favorisé les délocalisations industrielles. La part de l'industrie dans le PIB, dans la valeur ajoutée, est passée de 30% en 1982 à 13% aujourd'hui. Cette évolution catastrophique, car on ne peut pas maintenir un État social sur une base productive qui se rétrécit sans cesse, chacun le comprend, il faut la renverser. La monnaie unique, vous m'avez posé plusieurs questions, est un choix absurde. C'est une ineptie, car on met ensemble des pays que tout oppose. C'est une ineptie, sauf du point de vue purement idéologique de ceux qui l'ont conçue, comme une monnaie politique, comme une sorte de marchepied vers un fédéralisme européen décrété comme souhaitable. Un fédéralisme libéral ? Mais qui est impossible. Une monnaie trop libérale ? Une définition de la monnaie comme trop libérale ? Une monnaie surévaluée, une monnaie à la fois branlante et surévaluée. On aura vraiment réussi quelque chose qu'on n'envisageait pas. Mais il est tout à fait évident que ce choix-là est le choix d'idéologues d'États-Unis d'Europe qui ne sont pas mûrs, qui ne sont pas au rendez-vous. Le budget européen, c'est 1% du PIB. Les prélèvements obligatoires, la moyenne dans tous les pays de la zone euro, c'est 40%. Donc la solidarité européenne, c'est 2,5% sur une échelle de 1 à 100, c'est très peu de choses. Faire croire que la solidarité européenne peut être aussi importante que la solidarité nationale, c'est au mieux une lubie, plus probablement un mensonge. Jean-Pierre Chevènement, comment vivez-vous ce que disait il y a un instant Brice Couturier, Hubert Lattas. un Américain à l'Ecofin, il vient
donné ses conseils. Les pays émergents proposent de venir au secours de l'Europe. La Chine, enfin, bon, je caricature probablement un peu, L'Italie s'adresse à la Chine. qui se paye l'Italie. Comment le souverainiste que vous êtes vit-il ces informations? Alors moi, je me suis toujours proclamé républicain, soit dit entre parenthèses, mais Allez, souverainiste républicain, n'est pas une injure. non. Donc, je dirais simplement que c'est tout à fait étonnant, à première vue. Mais en réalité, c'est très compréhensible. Les États-Unis, comme les Chinois, ont intérêt à un euro surévalué, qui leur permet soit de gagner des parts de marché, je rappelle que l'excédent chinois sur l'Europe, c'est près de 200 milliards d'euros, soit d'en regagner, c'est le cas des États-Unis, avec un dollar qui glisse et qui est très en dessous de ce qui devrait être. Je rappelle que le cours de lancement de l'euro, c'était 1,16 et qu'en 2000, 1 euro valait 82 centimes de dollar. Aujourd'hui, c'est 1,36, enfin c'était 1,44 la semaine dernière. Mais nous avons un euro qui est beaucoup trop fort. C'est une monnaie surévaluée, asphyxiante. Comment peut-on comprendre que ce que vous venez d'entendre, on l'entend très fort, l'euro est une ânerie, c'était impossible, l'euro explique, et l'euro surévalué explique toutes les difficultés que nous avons maintenant. Et de notre côté, quand on vous interroge, faut-il sortir de l'euro, vous dites non, alors on reste dans l'ânerie? Non, je ne dis pas Jean-Pierre non. Chevènement. Je ne dis pas non. J'ai défini 2 plans, le plan A et le plan B. Le plan A qui vise à modifier l'architecture de la zone euro et à donner à la Banque centrale européenne ce que j'ai toujours proposé, un rôle de soutien de la croissance, de l'emploi, la capacité de racheter des titres de dette publique sur les marchés et d'avoir une politique de change, ou bien on fait cette réforme interne, mais ça suppose que les Allemands l'acceptent. Ou bien ce n'est pas possible, à ce moment-là nous aurons inévitablement des pays qui feront défaut et il faut passer autant que possible de manière ordonnée à une monnaie commune qui restaure les mécanismes d'ajustement, les amortisseurs, la possibilité de dévaluer d'un certain nombre de monnaies de pays qui ont perdu depuis très longtemps déjà leur compétitivité. Je ne vois pas à long terme comment on pourrait éviter cela. Et ce qui manque aujourd'hui à la France, c'est une vision d'homme d'État pour piloter au milieu des récifs en fonction de l'intérêt de la France. Alain Jarre-Slama. Je pense que c'était pas seulement des idéologues, les instaurateurs de l'euro, c'était aussi des gens qui croyaient dans la logique de monnaie et du traité de Rome. C'est-à-dire que le rapprochement d'intérêts matériels et monnaie, c'était un idéologue. Amènerait, voilà. Donc vous, par érosion régressive, vous remonteriez à ce moment-là jusqu'au traité de Rome. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt incriminer dans l'affaire de l'euro, tout simplement le fait qu'on ait dépassé largement les limites de la fameuse zone monétaire optimale. C'est plutôt le périmètre de l'euro qui est en cause que l'euro lui-même. Et vous-même, d'ailleurs, en proposant, en suggérant des aménagements, vous allez dans le sens, au fond, de beaucoup de ceux qui ont conçu l'euro. On sait très bien que l'intégration et je m'arrête là, que l'intégration de la Grèce a été décidée pour des raisons politiques, parce qu'on voulait éviter le retour des colonels, parce qu'il y avait un certain nombre de raisons politiques qui ont amené à fausser complètement ce qui avait été la démarche initiale. Enfin, dernière remarque, la réunification de l'Allemagne avec le mark, c'était pas non plus une zone monétaire optimale. Et ça coûtait très cher à Kohl. On le sait très bien. Donc, il y avait quand même aussi peut-être une bonne volonté qu'il fallait apporter à cette entreprise, mais entre des pays quand même qui soient de calibre relativement comparable. Et c'est ça qui ne s'est pas passé. On n'a pas accepté, au fond, ce qui était un peu à l'origine dans le plan de l'or, avec l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses. Jean-Pierre Chevènement. Alors, je crois que vous n'avez pas bien compris mon argument. Mon argument tient à ce que ces pays sont très différents. Mais il n'y a pas que la Grèce, qui est l'arbre qui cache la forêt. Même l'Espagne, qui est un grand pays européen. Si on faisait le total des dettes espagnoles, c'est tout à fait considérable. Il n'y a pas que la dette d'État, 700 milliards. Il y a l'Italie, dette de 2000 milliards, qui emprunte à 5,7. Or, ça, c'est insoutenable. Un pays ne peut pas emprunter à un taux aussi élevé. Je rappelle que la France emprunte à 3,2, que ça représente quand même le 2e poste dans notre budget, 50 milliards. Donc, le ver, il est dans le fruit et au cœur même de la zone euro. Et toute cette conception repose quand même sur la vision de Jean Monnet de faire l'Europe sur la base d'un grand marché contre les nations, en tenant les souverainetés nationales à bout de gaffe, avec une haute autorité, c'était la CECA,
une Commission européenne qui avait le monopole de la proposition, les gouvernements étant réduits à un rôle de simple exécution. Je le cite. C'est ça, la vision de Monnet. C'est l'Europe sans les nations, voire contre les nations. Et à mon avis, c'est cette Europe-là qui fait faillite. Parce qu'on doit bien admettre le principe de la responsabilité des États. Si, par exemple, on voulait instaurer des eurobonds, vous croyez que l'Allemagne est prête à ajouter aux 2 000 milliards de dettes qu'elle a, 2 000 ou même 3 400 milliards de dettes qui sont la dette des pays sous tension, les 3 périphériques, l'Espagne et l'Italie. Est-ce que les contribuables allemands sont prêts à prendre un engagement qui ferait plus que doubler la garantie qu'ils apportent? Ils ont fait un effort considérable, 1500 milliards pour les lenders de l'Est. Mais ils considèrent qu'ils ont assez payé. Ils ne veulent pas faire le même effort pour les Grecs, les Portugais, les Espagnols, etc. etc. Ça, c'est le bon sens. C'est ce que les soi-disant fédéralistes ne veulent pas voir, qui sont en réalité des irréalistes et qui, je dirais, en réalité, veulent nous conduire vers un fédéralisme purement coercitif, la mise sous tutelle des peuples, c'est ce que dit M. Jouyet à propos de la Grèce, mais la Grèce ne l'acceptera jamais, comme aucun peuple européen frotté à une longue tradition démocratique. Brice Couturier. Jean-Pierre Chevènement, vous nous dites c'est la faute de l'euro, il est surévalué. Il suffirait d'en partir et de retrouver des monnaies nationales. Non, j'ai pas dit d'en avec partir. Une monnaie. Si on pouvait le dévaluer, ce serait très bien. Vous voulez une monnaie commune, mais pas une monnaie unique. C'est quand même un jeu de mots sur lequel j'aimerais bien avoir des précisions. Mais comment se fait-il qu'avec la même euro surévaluée, en tout cas c'est ce que vous nous dites, avec la même monnaie surévaluée, la même concurrence chinoise et la même concurrence indienne, des pays comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas s'en sortent très bien et enregistrent des excédents budgétaires, alors que nous, c'est le contraire. Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment en Europe une divergence de plus en plus marquée entre des pays qui ont pratiqué les réformes nécessaires, qui font qu'effectivement, les mêmes réformes, je dirais, qu'en 1983, pour vous ramener à ce moment fatidique de notre histoire, où effectivement, certains pays ont augmenté le pouvoir d'achat au profit en réalité de leurs concurrents commerciaux, d'où ce qui s'est passé en 83, la terrible dégradation de notre balance commerciale. Ce qui se passe aujourd'hui en ce moment, qui fait que entre le directoire franco-allemand sur l'Europe a sauté et que maintenant nous sommes effectivement entre les mains de l'Allemagne, simplement parce que l'Allemagne, vertueuse et réformée, peut se permettre de dicter aux autres les conditions dans lesquelles elle leur octroie des crédits que nous ne pouvons plus faire, nous. Vous voyez le sens de ma question? Je pense qu'il faut dire les choses très clairement. Une monnaie est faite pour un pays. L'Allemagne dispose de monopoles techniques à l'échelle mondiale. Elle produit des biens d'équipement, des voitures de haut de gamme, des molécules chimiques. Elle a un tissu de petites et moyennes entreprises à haute intensité technologique. Par conséquent, même si ses prix augmentent, elle continue à vendre. Et le mark a été sans cesse réévalué depuis sa création, en 1949. Mais je répète qu'une monnaie, c'est fait pour un pays. Et la France n'a pas du tout une structure industrielle comparable à celle de l'Allemagne. Et elle a connu 30 années glorieuses avec une monnaie qu'elle n'a pas cessé de dévaluer. Maintenant, ce n'est plus possible depuis 1983, on peut le dire. Donc, nous avons une dégradation de notre compétitivité. Vous parlez du faramineux déficit de 1983. Bill faisait que tout cela, c'était 20 milliards d'euros actuels. Aujourd'hui, c'est 70 milliards. Donc, il faut quand même avoir les proportions dans l'œil et ne pas céder aux campagnes de communication. Non, la vérité, c'est que cette monnaie n'est pas faite pour l'économie des pays méditerranéens, des pays du Sud, n'est pas faite pour la France, elle est faite pour l'Allemagne. Les statistiques des Pays-Bas dissimulent les courants commerciaux à partir des grands ports, Rotterdam, etc. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais il est clair que nous avons adopté un mark bis, et l'euro, c'est un mark bis qui ne nous convient pas. Et il faudrait réaménager tout cela pour permettre à la zone euro, si on veut que l'euro subsiste, de continuer, mais en opérant les rééquilibrages nécessaires. Ce que j'appelle monnaie commune, c'est, je dirais, un toit européen commun, une monnaie qui pourrait servir dans les échanges internationaux, qui serait le panier de monnaie nationale ressuscité avec la possibilité de faibles variations dans une étroite bande de fluctuations négociée pour éviter les dévaluations compétitives. J'essaye, si vous voulez, de projeter une vision de ce que pourrait être un système euro
réformé et tenable dans la longue durée. Et pour lequel ce devra que n'est plaider- pas la monnaie unique. Et pour lequel devra plaider le futur président de la République. On va peut-être vous emmener un petit verre d'eau. Non, le futur président de la République, il a besoin d'une vue claire. Et aujourd'hui, je ne vois pas cette vue claire s'exprimer ni chez Nicolas Sarkozy, ni chez ses principaux concurrents socialistes. Hein, je crois que tous... Sauf Montebourg. Alors Montebourg a bougé, effectivement, mais tous les autres sont dans une logique de rigueur. Hein, ils promettent la règle d'or que j'appelle la règle des reins. Si ce n'est pour 2012, hein, ce sera pour 2013. Enfin, je ne vois pas la marge de différence. 8h33, l'invité les matins de France Culture, Jean-Pierre Chevènement. Hubert Huertas. Oui, on vient de parler longuement de la crise économique. Il y a une atmosphère de crise morale aussi. Est-ce que, avec la révélation successive par la presse de toute une série d'affaires, vous avez l'impression que cette crise, elle est exagérée par la presse parce que les révélations se trouvent là, ou bien avez-vous le sentiment que nous traversons une véritable crise morale des institutions, de la manière dont ça fonctionne, du niveau des dirigeants, etc. Jean-Pierre Chevènement. Je pense qu'il y a une crise de la République, à la fois dans l'État, mais aussi chez les citoyens. Je pense que le patriotisme en France est une valeur qui n'est plus portée. Je pense qu'au niveau de l'État, les devoirs qui s'imposent aux hommes politiques, s'ils veulent bien considérer l'intérêt de la France, ces devoirs leur échappent très largement. Ils se déterminent en fonction d'autres critères, d'autres projets. Ce sont des idéologues fumeux, dans la meilleure hypothèse, ou alors des gens intéressés par leur carrière personnelle. À très peu d'exceptions près. Il y a quand même des exceptions. Mais je pense qu'il y a un déclin de l'esprit public qui est sensible à tous les niveaux. Je le déplore. Mais c'est Et quand qui même... traverse l'ensemble des partis, ou vous le voyez plutôt à droite ou à gauche? Écoutez, je pense que la droite, quand même, gagne très largement dans ce concours de beauté, enfin, ou de laideur. Les chapitres, peut-être à présent avec vous, Hubert Huertas, Brice Couturier, de l'éducation et puis alors de la sécurité. On vous a décrit, Jean-Pierre Chevènement, à gauche comme étant au fond parfois le père tape dur de la sécurité, celui qui ne doit rien rétrocéder, notamment en matière de délinquance, de surveillance même au fond de l'autorité à l'école et à la fois dans la rue. Comment observez-vous aujourd'hui les gentillesses que se renvoient l'un et l'autre, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, sur la question de la présence au fond et de l'intervention de militaires et de l'armée pour remettre le calme dans les quartiers et surveiller une école... Pour surveiller les sauvageons. Surveiller les sauvageons. C'est une question accessoire. Car effectivement, il y a une minorité de délinquants multirécidivistes qui posent problème en France depuis très longtemps. On cherche des formules adaptées qui doivent viser à leur réinsertion. L'encadrement militaire peut avoir du bon. Je l'ai remarqué dans un établissement public d'insertion de la défense dont j'ai favorisé la création à Belfort. Et je vois les résultats. Et je peux vous dire qu'au bout de 18 mois, ces jeunes sont complètement transformés. Mais ce ne sont pas des militaires, ce sont d'anciens militaires. Voilà, concrètement, comment ça marche ? Qui fait quoi ? Ce sont d'anciens militaires. Le directeur de l'école est l'ancien délégué militaire départemental, le colonel Sauvonnet. Il y a des enseignants ou d'anciens enseignants qui sont détachés ou utilisés. Et il y a effectivement des règles de vie quasiment militaires, c'est-à-dire lever matinal, lever des couleurs, et puis un programme strict. Donc mais ça ne vous ces choque... jeunes sont complètement transformés au bout de 18 mois. Ils sont capables de défier le 14 juillet, ils sont capables de trouver du travail, et le taux de réinsertion est remarquable par rapport à celui qu'on connaît dans d'autres établissements. Donc vous applaudissez plutôt à l'idée de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs l'idée qui est pompée, si on ose dire, à Ségolène Royal. Oui, et puis il faut lui rendre cette justice. C'est Dominique de Villepin qui a créé les EPID, les établissements publics d'insertion de la défense. Il n'y en a malheureusement qu'une vingtaine en France. Mais cette expérience-là a réussi. Le fond du problème, c'est une école structurée qui remette
je dirais, au travail et dans la bonne perspective, celle de l'acquisition des savoirs, celle d'un minimum d'effort, de discipline, la grande masse des jeunes, et je dirais les jeunes des familles les plus démunies, qui sont ceux qui ont le plus besoin d'une école structurée, d'une école qui fasse son travail, qui, dès le départ, agissent, par exemple à l'école primaire, à l'école maternelle, pour corriger l'insuffisance du bagage lexical ou du bagage syntaxique. Vous pensez que François Hollande a raison de vouloir recréer des postes, les postes supprimés? Il a raison de vouloir recréer des postes. 70 000, alors moi, je ne me prononce pas sur le nombre de postes qu'il faudrait recréer, mais dans l'enseignement primaire, nous avons 15% de postes de moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Y compris si nous n'avons pas beaucoup d'argent pour les payer. Il paraît que ce n'est pas responsable économiquement. Oui, mais alors il ne faut pas rester prisonnier de la logique. Pour rembourser la dette, on sabre dans les dépenses publiques. Je crois que pour rembourser la dette, il faut aussi avoir des plus-values fiscales. Et il faut imaginer un plan de croissance à l'échelle européenne, un plan d'investissement, une relance salariale et peut-être une autre politique de la Banque centrale avec une certaine création monétaire pour dépasser les problèmes actuels de la dette, quitte à ce qu'il y ait un tout petit peu plus d'inflation. C'est pas très grave si nous retrouvons la croissance. Brice Couturier. Jean-Pierre Chevènement, il y a un rapport de l'OCDE qui vient de sortir, qui est dans la presse de ce matin et qui est assez accablant pour notre système éducatif. Il montre que 140 000 élèves sortent par an de notre système sans aucune qualification et surtout que les dépenses consacrées à l'éducation en France, si elles ont cru de manière faible, 5% entre 2000 et 2008, sont très loin d'avoir cru au même niveau que celles de l'ensemble des pays de l'OCDE qui ont cru, elles, de 15% par an. Est-ce que le système éducatif est le grand sacrifié de notre système politique ? 15% par an ? Oui, 15% pour la période 2000-2008 pour l'ensemble de l'OCDE et seulement 5% pour la France. Donc la France, visiblement, ne concède pas le même effort que ses partenaires à l'éducation. C'est clair. Alors la thèse de M. Châtel, c'est qu'on a consacré beaucoup d'argent auparavant, la gauche, et que le moment est venu de serrer la vis. Mais j'observe que l'école française est en panne, et l'enquête de l'OCDE le dit très bien. J'avais lancé un mot d'ordre de 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, je précise, pas au bac, au niveau du bac. Eh bien, la proportion de jeunes qui font des études entre 15 et 19 ans régresse en France. C'est ce que dit le rapport de l'OCDE. Or, c'est bien ça qui était l'objectif visé. Nous sommes passés de 40% d'une classe d'âge à 68% en 1995. Et depuis, nous ne décollons plus. Nous sommes en panne. Le système éducatif français est en panne. Alors, grave préoccupation, l'échec scolaire, 20 à 25% des jeunes, dès le cours préparatoire, ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture. Et c'est la même proportion qui, tout au long des études, jusqu'à la fin du collège, représente les élèves qu'on appelle décrocheurs. Donc on fait l'effort dès le départ pour les mettre à niveau, et on peut réduire de 4 à 1 selon des proportions fixées par un certain nombre de spécialistes de l'éducation, le nombre d'échecs scolaires, le nombre des décrocheurs. Et puis d'autre part, il y a une autre priorité, qui est de pousser vers l'enseignement supérieur davantage de jeunes. Et là, je conteste beaucoup les statistiques de M. Vauquier, parce qu'on parle de l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement supérieur privé, mais dans les universités et dans les IUT, on n'observe pas du tout le même mouvement. J'observe même qu'il y a une baisse en IUT, et je le constate chez moi, où à l'IUT de Belfort-Montbéliard, il y a 150 élèves de moins à la rentrée de 2011 qu'à la rentrée de 2010. Caroline Iliachev. Oui, Jean-Pierre Chevènement, quand Lionel Jospin s'est présenté à l'élection présidentielle, il semble que vous ayez fait bouger les lignes, ou en tout cas beaucoup le pensent. Quelle ligne espérez-vous faire bouger en vous présentant cette fois-ci ? Je pense que l'approche de la question de l'euro est évidemment centrale. C'est le point décisif. Il faut aller vers un système qui permette la croissance. Donc un euro qui soit moins surévalué. Il ne faut pas s'accrocher à une petite zone euro où la France, en tête-à-tête avec l'Allemagne, verrait disparaître ce qui lui reste d'industrie. Ça, c'est vital. C'est vital pour tout le reste. C'est le point essentiel.
Deuxièmement, sur les questions énergétiques, je pense qu'il faut faire preuve de plus de pragmatisme et de moins d'idéologie. Je crains l'influence que les Verts peuvent avoir sur les candidats socialistes dans la définition de leur programme, notamment en matière nucléaire. Et enfin, sur les questions de fond, les questions de société, je crois qu'il faut aller vers les couches populaires qui ont besoin d'être sécurisées à tout point de vue. Alors je ne parle pas que de la sécurité et de la police, je parle du pouvoir d'achat, je parle de l'emploi, je parle de la réindustrialisation de la France, je parle de l'école, du logement, de toutes ces questions qui sont au cœur d'une politique de gauche. Cela dit, vous êtes président, si vous me présentez. Si d'autres reprennent ces orientations, je considérerais que mon rôle pédagogique s'arrête là. Ouais. Cela dit, vous n'allez pas quand même dans le sens du vent, parce que sur le nucléaire que vous abordez là, c'est tout de même un des grands sujets de désaccord entre vous et la plupart des socialistes. Le nucléaire, dont l'abandon, avez-vous dit, pour vous serait un choix désastreux. Est-ce que vous maintenez vos positions après Fukushima et est-ce que vous les maintenez toujours alors qu'on a pu se rendre compte lundi que des incidents n'arrivaient pas qu'aux autres? Je fais allusion évidemment à l'accident de Marcoule, Jean-Pierre Chevènement. Mais écoutez, l'accident de Fukushima, même les Allemands disent qu'ils vont arrêter. C'est un accident naturel. C'est le tsunami qui n'avait pas été prévu. Les murailles de protection étaient à 7 mètres, la vague du tsunami était à 23 mètres. Nous sommes quand même moins menacés par des tsunamis en Europe qu'au Japon. L'accident de Marcoule, c'est un accident industriel, c'est un four qui explose. Ça peut arriver dans n'importe quelle industrie. Ce n'est pas un accident nucléaire. Oui, mais les conséquences sont telles qu'on pourrait se dire tout de même qu'il faudrait peut-être ralentir cette industrie-là. Mais cette industrie a fait moins de morts quand elle a un accident, que la plupart des autres, je tiens à le souligner. Il s'est développé en Allemagne pour des raisons historiques compréhensibles. L'idéologie de la peur. On meurt davantage dans les mines de charbon chinoises que dans l'industrie nucléaire du monde entier. Mais on ne meurt qu'une fois, alors qu'avec l'industrie nucléaire, on meurt pour 100 000 ans. Vous connaissez la thèse de Hans Jonas, philosophe allemand, sur ce qu'il appelle l'heuristique de la peur. C'est-à-dire que la peur nous apprendrait à nous comporter autrement. C'est une thèse allemande qui a gagné l'Europe entière. Et finalement, pour des raisons d'ailleurs, qui sont très largement des raisons de politique intérieure, Mme Merkel, qui était pour le nucléaire, a décidé son abandon. Mais au prix d'une élévation des prix de l'électricité de 40%. Au prix d'émissions de CO2 qui vont immanquablement s'accroître, parce qu'on aura recours au gaz et au charbon. Et avec, je dirais, une forte déstabilisation de l'industrie énergétique allemande. Donc, je pense que nous devons raisonner d'après nos propres critères. La France n'a pas tellement d'atouts, et le nucléaire est un atout, qu'elle puisse gâcher ce dont elle dispose. 8h44, c'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel, Jean-Pierre Chevènement, et je crois qu'il va à nouveau et toujours être question d'Europe, Thomas. Oui, absolument. Un article à lire dans le dernier numéro de l'Express, publié aujourd'hui, article de la chroniqueuse Christine Cardellan. Tous nos malheurs, dit-elle, ont commencé un soir de juin 1981. Guy Abeille, jeune chargé de mission à la direction du budget, et son chef de bureau, Roland de Villepin, cousin de Dominique, se voient chargés par François Mitterrand d'inventer une règle simple, utilisable dans ses discours et destinée à lui permettre de résister aux ardeurs budgétivores de ses ministres fraîchement nommés. Après réflexion, le tandem propose donc d'exprimer le déficit du budget non plus en valeur absolue, ni même en pourcentage des recettes ou des dépenses de l'État, mais en part du PIB, produit intérieur brut. Et ce n'est pas tout. Puisque, après avoir déterminé cette règle, Abeille et Villepin vont instituer une norme maximale, 3% de la production nationale. 2 mois plus tard, que se passe-t-il? Laurent Fabius est le premier à publiquement exprimer le déficit budgétaire en pourcentage du PIB. Le ministre délégué au budget annonce qu'il va contenir le déficit budgétaire à 2,6% du PIB. Alors depuis, dans une lettre confession, Guy Abeille a avoué que le critère de 3% du PIB ne mesurait rien en réalité, n'avait d'autre fondement que les circonstances et qu'il ne reposait sur aucune argumentation économique solide. Et de fait, diviser un solde de ressources et de charges par la somme de tout ce qui est produit annuellement en France n'a guère de sens. Et pourtant, 11 ans plus tard, que se passe-t-il? Ce ratio, décrété donc par M. Abeille sur un coin de table et dont les ministres des Finances de tous bords ont depuis fait leur miel, est devenu le critère de Maastricht, pilier fondateur de l'Europe
économique. D'où le commentaire de Christine Cardellan, donc dans l'Express. Cette référence cardinale est un véritable pouce au crime, un chiffre assassin à plus d'un titre. D'abord parce qu'il nous a fait perdre de vue l'ampleur réelle du déficit. 5,7% du PIB pour 2011, c'est abstrait. 95 milliards d'euros en valeur absolue, là, c'est déjà beaucoup moins négligeable. Et rapporté aux recettes de l'État, qui ne dépassent pas 200 milliards, ce découvert représente près de presque 50% de nos recettes. Et là, carrément, on s'étrangle. La France, dit-elle, est semblable finalement à un salarié qui gagnerait 3 000 euros mensuels, en dépenserait moitié plus et s'endeutterait chaque mois de 1 425 euros supplémentaires pour combler son trou béant. Et ce n'est pas tout. Le critère de Maastricht, non seulement est factice, en somme, mais il est qui plus est dangereux, dit-elle, parce qu'il a peu à peu dérivé. De plafond, il est devenu en effet plancher. On ne parle désormais que de revenir à 3% et non pas de retrouver l'équilibre. Or, au-delà de 0%, nous continuons, bien entendu, d'alourdir notre dette. Thomas Cluzel, le coup d'œil. Jean-Pierre Chevènement, je ne sais pas comment vous faites pour tenir le coup, parce que pendant votre chronique, Thomas, Brice Couturier fait des bons gestes. J'applaudis. Kangourou sur la nouille, enfin bon. J'applaudis parce qu'évidemment, rapporté au PIB, ça ne veut rien dire. Vous savez que l'invité, c'est Jean-Pierre Chevènement, Brice. Excusez-moi, Marc. Jean-Pierre Chevènement, et nous arrivons presque au bout. Je vous en prie. Oui, j'émets une réserve sur la comparaison entre l'ouvrier qui s'endetterait à hauteur de la moitié de son salaire et le fonctionnement d'un grand État. Ça ne marche pas comme ça. Oui, cette comparaison ne marche pas objectivement. Non, ça ne marche pas. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour le comprendre. Enfin, les États peuvent faire faillite, contrairement à ce qu'on nous a beaucoup répété ces derniers temps. On va en avoir la preuve avec la Grèce dans les mois qui viennent. Oui, mais il continue. La France a dû faire faillite 26 fois depuis 1550, si mes souvenirs sont bons. Mais la France, elle dure. Ce ne sont pas les marchés financiers qui sont l'horizon de l'histoire. Hein. Ce sont les peuples qui sont les grands acteurs de l'histoire. Les peuples survivent. Une dernière question, Hubert. Quitte à revenir, on a parlé de questions de sécurité, mais j'ai envie de vous poser cette question. Vous faisiez un petit peu figure de père tape dur de la gauche sur les thèmes de la sécurité. Il y a un père tape dur de la droite, c'est Claude Guéant. Que pensez-vous de cette façon qu'il a de désigner les Roms sur les Champs-Élysées et les Comoriens à Marseille? De déguiser? De désigner. Ah, de désigner. Oui, je ne veux pas utiliser d'autres mots. Oui, je ne vois pas très exactement à quoi vous faites allusion, mais je voudrais vous dire, père tape dur, je conteste totalement. L'expression même de sauvageon que j'ai employée quand vous j'étais faire parler ministre de Claude Guéant, vous parlez de vous, là. Non, mais je parle de moi parce que je veux défendre quand même ma réputation. Je pointais le défaut d'éducation. Le sauvageon, c'est un arbre non greffé. Donc j'incriminais le fait qu'on laissait des enfants devant des postes de télévision qui finissaient par confondre le virtuel à le réel et sombraient dans la délinquance et voire le crime. Quant à Claude Guéant, je l'ai connu comme haut fonctionnaire. Je veux dire que c'est un homme de qualité. Hein, je ne l'ai pas connu comme homme politique. En tout cas, je le vois de loin. Hein, je veux dire que je n'ai pas compris cette affaire de Comoriens. Il accuse les Comoriens de Marseille d'être à l'origine d'une montée de la délinquance à Marseille, comme il accuse les jeunes Roms d'être là. Je préférais Claude Guéant, haut fonctionnaire, à homme politique. Ce sont des choses délicates à dire sans avoir l'air précisément d'entrer dans le jeu et de désigner les communautés, ce que je ne voulais pas faire. Puisque vous voulez être plus précis sur le portrait que l'on fait de vous, Jean-Pierre Chevènement, donc pas père tape dur. En revanche, vous revendiquez, hein, du coup, le petit diminutif qu'on vous donne, que vous vous donnez même vous-même, hein, le slogan de votre campagne électorale, visiblement pour la présidentielle, Chevènement 2012, donc Tché 2012. C'est Guerriero qui vous va mieux. Oh, c'est un petit surnom affectueux dont j'ai été affublé en 2002, donc je l'ai conservé. Bon. Si vous voulez, les choses qui viennent de la base sont souvent bonnes. Et le fait que ce soit un guerriero, ça vous va? C'était un homme qui voulait changer la vie à sa manière. Disons que les méthodes sont différentes en ce qui me concerne. Moi, je me place dans le cadre de la République et j'essaye de voir comment on peut tirer de l'esprit républicain, du sens de l'intérêt général, le meilleur pour redresser nos pays. Ce sera difficile. Notre pays est à la veille de grandes secousses. Et je ne vois malheureusement pas aujourd'hui la grande vision d'homme d'État dont il aurait besoin pour passer à travers cette période difficile.